Bienvenue d'abord à tous pour ce webinaire de présentation des différents dispositifs de financement possibles pour financer des projets eau et assainissement dans le domaine de la solidarité internationale. Alors, on va vous présenter un PowerPoint. En attendant que je le mette, je propose à chacun des personnes qui vont présenter d'indiquer son nom, prénom et puis sa structure pour qu'on sache, puisqu'on est plusieurs structures à avoir préparé ce webinaire. Si vous voulez, là, on peut commencer par Hervé. Moi, je dois être le seul Hervé, je pense. Bonjour, bonjour à tous. Donc oui, je me présente, Hervé Gilliard, je suis responsable de l'action internationale à l'Agence de l'eau. Et je travaille avec les délégations de l'agence, hein, en l'occurrence, donc on a des sites régionaux, en l'occurrence avec Saint-Brieuc et ma collègue Jacqueline Prual, qui est instructrice là-bas, et puis sur Men's Loire-Océan, Anaïque Delanoux. Voilà. Donc, Édouard, si tu veux. Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Édouard Lebouvier, je suis chargé de mission au programme Solidarité Eau, plus spécifiquement en charge de l'animation sur le bassin breton, en collaboration avec Enora de Réseau Bretagne Solidaire. Guillaume. Oui, bonjour, moi je suis donc Guillaume Aubourg, également du programme Solidarité Eau. Je suis l'homologue de Édouard au PSO et le contact et le partenaire de Charles sur le territoire de la région Pays de la Loire. Je passe la parole à Charles, du coup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Charles Simon, donc je suis chargé de mission pour l'accompagnement des collectivités territoriales pour le RMA Pays de la Loire Coopération Internationale. Je suis également tous les accompagnements qui peuvent aussi être en lien dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Voilà, d'où le lien aussi avec Guillaume sur le territoire, et je passe la parole à ma collègue Clémence. Oui, bonjour. Donc, Clémence Biès, assistante à gestion de projet chez Pays de la Loire Coopération Internationale. Et je viens particulièrement en appui à Charles, mon collègue, sur les questions d'accompagnement collectivité territoriale et puis dans le cadre aussi de cette réunion d'information sur les dispositifs de financement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et donc, moi, je suis Enora Lebrun, donc je suis chargée de mission en charge de l'accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale sur la région Bretagne au sein de Réseau Bretagne Solidaire. Vous voyez bien le diaporama? Oui. Ok. Oui. Donc, pour commencer, on vous propose de faire une brève présentation des réseaux régionaux multi-acteurs, donc Réseau Bretagne Solidaire et Pays de la Loire Coopération Internationale, ainsi que de PSO, qui sont des acteurs que vous pouvez solliciter pour l'accompagnement dans la réalisation de vos projets eau et assainissement de solidarité internationale. Donc, concernant les réseaux régionaux multi-acteurs, on est 12 réseaux régionaux multi-acteurs en France, plus un réseau départemental. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, on couvre toute la France à peu près, quasiment. Et donc, on a une structure d'appui au niveau national qui s'appelle la CIRMA, qui permet de faire le lien entre les différents réseaux et faire remonter aussi les informations au niveau national pour faire remonter toutes les informations des territoires jusqu'au national. Et donc, on représente à peu près 1400 structures entre tous les réseaux régionaux multi-acteurs de France.
Donc, on a différentes missions. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce diaporama, donc en première mission, on a un objectif d'observer le territoire pour identifier les acteurs qui agissent dans le domaine de la coopération et solidarité internationale et en identifier aussi toutes les dynamiques existantes pour faire ressortir des études sur différentes thématiques, que ce soit donc dans le domaine justement plus spécifique de l'eau et l'assainissement ou dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, aussi sur certains acteurs. Par exemple, on a mené une étude sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine de la coopération et solidarité internationale. Et donc ça, on le fait à plusieurs réseaux souvent, où juste un seul réseau décide de mener une étude spécifique. On a aussi une mission d'animation du territoire en organisant différents types d'événements. Donc, sur la région Pays de la Loire, il y a l'événement clé pour l'international, mais il y a aussi plusieurs conférences sur les différents réseaux régionaux multi-acteurs qui sont organisés, enfin par les réseaux régionaux multi-acteurs qui sont organisés sur les territoires, des ateliers, l'organisation de groupes pays aussi, s'il y a des besoins qui sont remontés de la part de plusieurs acteurs, l'organisation de permanences pour accompagner aussi vos projets. On a donc une troisième mission qui est le cœur là de cette réunion d'aujourd'hui, d'accompagnement, de renforcement des capacités des acteurs pour des projets de qualité. Et donc là, ce webinaire, on l'organise pour vous informer sur les dispositifs qui existent. On propose aussi différents types de temps d'information. On propose aussi des formations, notamment sur le cycle de projet de solidarité internationale. Et donc, vous pouvez nous solliciter pour que ce soit pour participer à ces formations ou temps d'information ou pour des accompagnements individuels ou collectifs que l'on propose. Quatrième mission, c'est l'appui aux politiques publiques. Donc, en fonction des besoins que l'on identifie ou qui nous sont remontés du territoire par les acteurs, on essaie aussi de partager aux collectivités et à l'État les besoins, les attentes qui sont identifiées sur le territoire pour qu'elles répondent plus aux attentes. Cinquième mission, donc on a l'objectif aussi de développer l'engagement des territoires en faveur de la coopération et solidarité internationale et des objectifs de développement durable. Notamment, on développe l'accompagnement des porteurs de projets d'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. Donc pour rendre plus visibles les actions et sensibiliser les citoyens de nos territoires, donc bretons et ligériens, c'est comme ça qu'on le dit, je crois, en Pays de la Loire. En sixième mission, donc on coordonne des programmes et projets mutualisés. Donc chaque réseau régional a ses particularités en fonction des attentes qui remontent de la part des acteurs. Nous, en région Bretagne, on porte de façon mutualisée un projet sur l'agroécologie avec le Brésil et le Burkina, qui va peut-être s'étendre au Bénin et au Sénégal. Voilà, chaque réseau accompagne en fonction des besoins de son territoire. Peut-être justement, Clémence ou Charles, vous avez des exemples sur votre territoire et puis des compléments sur les missions que l'on propose sur nos territoires. Non, c'est très clair, Nora. Rien à rajouter. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, sur le programme Solidarité Eau, qu'on appelle plus communément PSO, je vous passe la parole, Guillaume ou Édouard. Oui, merci Enora. Donc le PSO, qu'est-ce que c'est? Nous, on est un réseau multi-acteurs français. On a fêté nos 40 ans l'année dernière.
Alors, réseau multi-acteurs, puisque au sein du PSO, on regroupe dans nos membres notamment les agences de l'eau, des collectivités territoriales, des associations et ONG, également quelques bureaux d'études notamment. Et notre but, c'est de s'engager pour garantir l'accès à l'eau et l'assainissement et pour la gestion durable des ressources en eau dans les pays en voie de développement. Alors, plus concrètement, nos missions, on a trois grands pôles d'activité, on va dire. Ce qu'on nomme dans notre jargon, nous, la production de connaissances. Donc, c'est produire des outils, des guides qui sont disponibles en ligne sur notre site internet à destination des acteurs de solidarité internationale qui travaillent dans le domaine de l'accès à l'eau, hygiène, assainissement. La mobilisation des acteurs et notamment, il Nora l'évoqué, la mobilisation des collectivités territoriales à s'engager à l'international ou à financer et à appuyer le financement de projets de solidarité internationale et une activité commune avec nos amis des RRMA. C'est aussi l'accompagnement de porteurs de projets, alors de tout type, hein, que ce soit ONG, associations, collectivités territoriales, les appuyer au montage de leurs projets, les orienter vers les possibilités de financement, ce qui nous réunit notamment aujourd'hui. Et donc, notre siège est basé à Paris, mais on a plusieurs antennes en région, notamment à Nancy, Lyon, Toulouse, Bordeaux, et depuis septembre dernier, à Rennes en Bretagne, où je suis basé, donc je suis responsable de cette antenne. Voilà. Et on fait aussi de la collecte d'informations, et je parlais de notre site internet. On a une base de données avec un réseau de plus de 20 000 contacts, personnes et organismes accessibles en ligne. Et on diffuse aussi régulièrement de l'information sur le secteur à travers des newsletters, aussi la diffusion d'outils à destination de certains pays, notamment nos fiches pays. Et en parallèle, on a aussi sur certains territoires ciblés où il y a une plus importante présence d'acteurs de coopération française, ce qu'on appelle des plateformes pays. Donc actuellement au Sénégal, au Liban, à Madagascar, au Togo, dont je m'occupe également, au Bénin et Burkina Faso, entre parenthèses, puisque bon, actuellement la situation est un peu compliquée dans ce pays, mais on continue à le suivre. Et donc ces plateformes pays, en fait, on s'appuie sur des structures locales euh, qui jouent un peu ce rôle miroir du PSO côté sud pour avoir une veille plus accrue sur les actualités du secteur dans ces pays en particulier, et puis aussi une capacité d'accompagner les porteurs de projets depuis la France jusque dans leur pays d'intervention. Voilà. À moins que Guillaume ait un complément, je pense qu'on a fait le tour. Désolée, j'ai l'impression que mon ordinateur est en train de bugger. Je ne sais pas si vous voyez la diapo suivante ou pas. Non, pour le moment, on voit rien. Il y a eu un Donc, il n'y avait pas d'autres diapos pour PSO, là, normalement? Non, non. Non. J'essaie Bon, d'être donc, synthétique. on va passer à la présentation de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, dans ce cas. J'arrête le partage. Hervé. Est-ce que tout le monde voit bien les diapos? Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Ok.
Bon, c'est quelque chose que j'ai présenté au Carrefour de gestion locale de Loire-Rennes. Je vais faire quelque chose d'assez ramassé. Et puis, bon, moi, l'idée, c'est que vous puissiez poser toutes les questions, si besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un certain nombre d'éléments de bilan parce que on est quand même, comme vous allez vous en apercevoir, dans une continuité hein, entre le 11e programme qui s'est terminé en fin d'année dernière et puis le 12e programme. Puis je vous donnerai peut-être aussi quelques compléments sur les nouveautés. Notamment le nouveau portail de demande d'aide. Alors je pense que certains ont été contactés, mais peut-être pas tout le monde. Il y a peut-être eu des loupés. Je ferai un point rapide là-dessus, mais c'est quand même important. Je fais défiler. Est-ce que ça défile? Non, ça ne défile pas. Ah voilà. Alors ça, c'est des rappels généraux que je fais systématiquement pour vous dire que alors, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais aussi les 5 autres agences, en fait, s'inscrivent dans une démarche nationale, c'est-à-dire qu'on travaille déjà à 6, et puis on travaille en coordination avec d'une part la direction internationale du ministère de la Transition écologique, mais aussi avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc on inscrit bien notre action dans les différentes lois et stratégies importantes. Au niveau national, on est identifié comme un des opérateurs qui contribuent aux objectifs de développement durable. Et actuellement, ce qu'on fait dans le cadre on a un groupe D6, hein, le groupe interagence. On met à jour notre stratégie justement pour en gros, rendre visible nos différentes grandes orientations et puis pour pouvoir discuter aussi avec les grands partenaires de l'aide publique au développement. Bon, sachant que là, vous l'aurez tous noté, hein, l'actualité n'est pas ultra réjouissante sur la question de l'aide publique au développement, hein, notamment sur les réductions budgétaires de l'Agence française de développement. Nous, à ce stade, Agence de l'eau, pour l'instant, on a maintenu nos maquettes financières que je vais vous présenter. Donc là, on est dans l'actualité du vote du budget. Hein, à ce stade, pas d'éléments ou de modifications sur les grandes lignes et les grands chiffres financiers que je vais vous présenter. Donc on conserve, dans le cadre du 12e programme là, qui démarre en 2025 jusqu'en 2030, pardon, 2025-2030, donc les quatre leviers, sachant que notre activité, elle est principalement concentrée sur l'appui à la solidarité internationale, hein, donc l'appui aux porteurs de projets du bassin. C'est l'essentiel des aides, c'est plus de 90% des aides du 1% ou d'un centime que l'on mobilise. J'y reviendrai. La coopération institutionnelle, hein, où on est toujours engagé en régie, en direct avec des partenaires pour les appuyer sur la construction, la mise en place d'une gestion de l'eau à l'échelle de bassins versants. Donc là, j'ai mis, c'est pas une vingtaine, mais il y a 16 partenariats actifs à l'échelle des 6 agences de l'eau. Je vous montrerai un tableau tout à l'heure. Et puis on a deux leviers, mais qui sont en partie anecdotiques, hein, l'action d'urgence, où on nous demande, alors dans le cadre de la coordination de la cellule de crise du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'apporter notre contribution, alors qui est modeste, hein, mais notre contribution aux urgences. Les dernières opérations à laquelle on a participé, c'était à la suite du tremblement de terre en Turquie et puis dans le nord de la Syrie. Alors pour des montants maximum de 600 000 euros à 6, donc, mais voilà, c'est quand même une contribution. Et puis un autre levier qu'on active, qui est là aussi plus à la marge, hein, mais c'est la participation aux grandes rencontres internationales, notamment là aussi quand on nous mobilise et qu'on nous sollicite, c'est-à-dire qu'on participe à des délégations françaises qui sont
généralement portés, pilotés au niveau ministériel. Donc les dernières en date, donc c'était notamment le Forum mondial de l'eau en Indonésie, où on a pu apporter notre contribution et notre vision. Et puis en France, plus récemment à Bordeaux, où l'Assemblée générale du réseau international des organismes de bassin a été organisée en octobre 2024. Je souhaitais vous présenter quelques chiffres clés parce que je trouve que ça illustre très bien vos actions, enfin l'action de tous les partenaires qu'on est amené, nous, à appuyer financièrement. Et c'est quelque chose que je présente là aujourd'hui assez régulièrement. Alors c'est sur la période du 11e programme, 2019-2024. Où donc on a apporté un appui financier à 300 projets, ce qui correspond à un montant d'aide, hein, je ne parle pas de travaux, mais d'aide agence de près de 20 millions d'euros, donc c'est quand même très significatif. En termes de montant de travaux, ça correspond à environ entre 40 et 45 millions d'euros. 2 millions de personnes qui ont bénéficié de ces projets aidés. Alors sur le plan plus bassin, on a toujours la même, on va dire la même tendance, hein, qui est que on a 2 tiers des projets aidés plutôt dans les régions qui sont situées à l'ouest, notamment en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et puis Pays de la Loire. Je vous ai mis également quelques statistiques sur le pourcentage des projets aidés par zone géographique, où on voit que l'Afrique de l'Ouest, c'est 50% des projets aidés, l'Asie du Sud-Est, 15%, donc ce qui est assez significatif par rapport à la moyenne française, je pense. L'Afrique centrale, 10% et Madagascar, 10%. Alors l'Asie du Sud-Est, c'est effectivement une particularité peut-être de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, notamment parce qu'on développe des partenariats institutionnels, notamment avec le Laos et le Cambodge depuis maintenant plus de 10 ans. Et on a une politique assez dynamique sur ces zones-là. On souhaite démultiplier aussi les projets en dehors de l'accompagnement institutionnel qu'on peut faire auprès des autorités qui gèrent l'eau là-bas. C'est aussi attirer les projets de solidarité internationale sur notamment les bassins pilotes sur lesquels on travaille. Et puis également pour vous dire, hein, toujours dans le cadre du bilan, cette fois-ci à l'échelle des 6 agences, donc on a mené 2 éditions de l'appel à projet interagences, justement pour améliorer le lien entre nos partenariats institutionnels et puis la présence d'acteurs de solidarité internationale plus en local, donc faire en sorte que les échelles en fait communiquent et qu'il y ait voilà, des canaux de communication. Et donc, ça a très bien marché, hein. Sur les 2 appels à projets, c'est plus de 120 candidatures. Alors, il y a eu 28 lauréats en tout, hein, pour 4,5 millions d'euros d'aide à 6. Voilà. Un mot sur les partenariats institutionnels dont je viens de parler. Donc là, on a les 16 bassins pilotes partenariats institutionnels qui sont portés par les différentes agences de l'eau en France. Donc j'ai encadré notamment les partenariats que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a. Et donc vous voyez sur le tableau qu'on continue en fait des partenariats engagés, hein. On souhaite poursuivre nos travaux sur les territoires où on a beaucoup investi. Alors on travaille notamment à l'échelle de bassins pilotes, donc comme vous pouvez le voir, sur le bassin du Stunxen et en partie aussi le lac du Tonlé Sap au Cambodge. En tout cas, le Stunxen, hein, c'est un bassin qui est un des principaux affluents du lac Tonlé Sap, donc il y a aussi une dimension gestion de ce plan d'eau naturel. Au Laos, où on est sur un bassin pilote qui s'appelle la Namsa, un bassin pilote qui est dans le sud du Laos. La partie haute du bassin du Bandama en Côte d'Ivoire, qui est un bassin national, hein, parce qu'il y a beaucoup de bassins transnationaux en Côte d'Ivoire. Et puis 2 bassins au Brésil,
un bassin, enfin 3 bassins dans l'État de São Paulo, Piracicaba, Jundiaí et Capivari, et puis un bassin pilote qui est le Paraíba-do-Sul, qui est dans l'État du Rio de Janeiro. Et donc, en fait, on travaille avec des autorités soit ministérielles, alors en national, au niveau national, mais aussi au niveau des concentrés. C'est le cas au Stan-Sen au Cambodge et au Laos, et en Côte d'Ivoire. Et puis, on travaille aussi avec des agences de bassin quand elles existent, ce qui est le cas au Brésil. Alors, j'en viens au 12e programme. Bon, ce que je vous ai dit, je le répète, hein, donc on s'inscrit dans la continuité du 11e programme d'intervention, avec en particulier quand même une ambition affichée, renouvelée. Donc là, j'ai mis un extrait du document cadre du 12e programme que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Agence de l'eau, hein. J'ai mis le lien. Pour vous dire que l'ambition est d'atteindre le 1% du montant des recettes dans le cadre du 12e programme, ce qui n'était pas le cas dans le cadre du 11e programme, puisque quand on avait discuté de la maquette, on était à l'époque dans un contexte de restriction budgétaire, et donc les instances avaient décidé de porter l'effort à 0,8% du montant des recettes. Donc là, ça veut dire qu'on a des montants financiers supplémentaires, en tout cas des dotations d'autorisation plus importantes, qui s'élèvent sur 6 ans à 25,5 millions d'euros. Et puis, je voulais aussi mettre l'accent alors sur quelques points et nouveautés du 12e programme. Je ne vais pas forcément tout détailler. Alors déjà, un premier point qui est pour le coup une nouveauté importante, notamment pour les associations et ONG, hein, c'est que dans le 12e programme, on a uniformisé le taux d'aide. Dans le cadre du 11e programme, on avait une différence entre collectivités territoriales et puis associations, 50% pour les associations et puis 70% pour les collectivités. Donc là, il y a une uniformisation au taux plafond de 70%, ce qui permet voilà, de dégager en tout cas de permettre un appel d'air supplémentaire pour les porteurs de projets associatifs. Deuxième point, donc là c'est plus un maintien, donc on avait une bonification possible dans le cadre du 11e programme dès lors que des projets étaient portés sur des territoires de partenariat institutionnel. Donc on a maintenu cette bonification-là, sachant que c'est bien sûr du cas par cas et ça dépend du contenu de l'opération. Il ne suffit pas d'être juste localisé sur le bassin pilote sur lequel on travaille. Il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient remplis, hein, comme par exemple que des connexions aient été faites avec nos partenaires, que ce soit bien des priorités sur le territoire, voilà, un certain nombre de choses que l'on regarde. Également, un maintien du taux d'aide, alors ça c'est plus pour les réseaux régionaux multi-acteurs et puis pour le programme Solidarité Eau, de 50% pour tout ce qui est action de plaidoyer, formation, sensibilisation, enfin ce qu'on fait aujourd'hui, hein, et puis aussi appui bien sûr aux porteurs de projets. Et une deuxième nouveauté importante, c'est que on a une augmentation du plafond de l'aide de 100 000 euros. Dans le cadre du 11e programme, on avait un plafond défini à 200 000 euros. Donc là, le plafond est aujourd'hui 300 000 euros. L'idée étant aussi de favoriser, d'inciter les projets de montant et d'échelle critique supérieure. Alors, je vous en ai parlé en introduction. On a changé de portail de dépôt des demandes d'aide. Désormais, depuis le 1er janvier, alors depuis le 10 janvier, enfin en tout cas depuis le début de cette année, on travaille, donc c'est Rivage qui est notre portail. Alors, vous avez alors j'espère que vous avez été tous contactés ou vous avez reçu des courriers ou des invitations pour participer aux webinaires qui ont été organisés le 10 janvier
pour présenter déjà l'économie générale du portail Rivage, et puis également avoir des informations sur comment ça marche pour les porteurs de projets, notamment la nécessité qu'ils créent un compte. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de procédures à suivre, et puis également comment déposer sa demande d'aide. Donc là, il y avait un petit tuto qui permettait de visualiser d'ores et déjà comment ça fonctionnait. Euh, alors là, ce que j'ai mis en copie en dessous, c'est la thématique et les dispositifs de l'action internationale, hein, sachant que vous êtes, vous, essentiellement concerné par le premier dispositif, qui est Action internationale portée par une association. C'est ce qu'il faut cocher quand vous rentrez dans le portail Rivage. Alors, pour ceux qui souhaiteraient avoir des éléments complémentaires, ou pour ceux qui n'ont pas été malheureusement ciblés, oui, ou pour des fois on vous a peut-être pas sollicité, donc je vous mets en copie là sur l'écran le lien internet et puis la présentation de l'outil Rivage que l'on a faite en vidéo. Donc vous avez à droite la vidéo qui dure peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, mais qui permet de rappeler ou de présenter pour ceux qui n'ont pas participé au webinaire, d'avoir le webinaire en complet dans la présentation. Vous avez sur le site internet de l'agence, à cette page-là, un lien vers le mode opératoire pour créer le compte, avec la procédure à suivre. Et puis des généralités, donc un mode opératoire pour la découverte du portail, et aussi des éléments un petit peu plus détaillés sur la procédure à suivre quand on souhaite faire un dépôt de demande d'aide, et pour également le suivre. Alors je crois il me semble que la délégation armorique a fait un petit rappel ou un renvoi vers tous les porteurs de projets connus du territoire à ce sujet. Mais peut-être, mais vous me le confirmerez ou non. Et j'ai eu hier ou avant-hier la délégation Maine-Loire-Océan qui s'apprêtait aussi à faire une relance à ce sujet. Voilà, et je suis preneur de vos retours d'ailleurs sur la question. Voilà, donc, globalement ce que je voulais vous dire. Je me tiens à votre disposition pour toute question éventuelle. Merci beaucoup. Merci. Merci Hervé. Ce qu'on vous propose, c'est de faire toutes les présentations d'abord des différents dispositifs financiers accessibles en Pays de la Loire Coopération, enfin en Pays de la Loire ou en Bretagne, et au niveau national aussi. Et après, si vous avez des questions, vous pourrez les poser aux uns ou aux autres. Sans souci, on aura du temps pour ça. Pour la Bretagne, je remets le diaporama. Donc, les financements qui sont accessibles en Bretagne. Alors, voilà, vous devez voir normalement mon diaporama. Donc là, on vous présente en fait les financements spécifiques eau et assainissement de Solidarité Internationale que l'on a identifiés en région Bretagne avec des appels à projets. Il y a 3 structures qui lancent des appels à projets pour l'eau et l'assainissement. Donc le premier, c'est sur le territoire alors pour l'eau et l'assainissement eau du bassin rennais, collectivité eau du bassin rennais, qui a un appel à projet commun avec la métropole de Rennes et le syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, qu'ils ont appelé FASE, donc Fonds d'accès aux services essentiels, et qui permet en fait de déposer un dossier soit que sur l'eau et l'assainissement, soit eau, assainissement, plus si c'est un projet de pompage solaire, par exemple, vous pouvez aussi en même temps déposer au syndicat d'énergie. S'il y a une thématique déchets, vous pouvez aussi déposer en même temps à Rennes Métropole.
Et donc cet appel à projet permet donc de déposer des demandes de subventions tout au long de l'année avec un maximum de subventions de 40 000 euros pour les projets eau et assainissement et ça doit représenter jusqu'à 30% du montant total du projet. Donc il y a un lien, on vous enverra les PowerPoint qu'on présente là ce matin. D'accord. On les transmettra, donc vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir plus de détails sur ces appels à projets. Pour la métropole brestoise, alors c'est à destination en priorité des acteurs de la métropole, mais c'est quand même ouvert au national, donc tout acteur hors métropole peut aussi, enfin métropole brestoise peut aussi déposer une demande de subvention auprès de Brest Métropole dans le cadre de son appel à projet 1% eau et assainissement, à condition donc d'être en capacité de proposer des actions d'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale sur le territoire de la métropole brestoise, et notamment ils organisent en fait des temps des événements autour de la Journée mondiale de l'eau du 22 mars, où ils demandent aux structures qu'ils ont financées de tenir des stands pour présenter un peu les actions qui sont menées par les structures financées dans les territoires partenaires. Et donc, il y a des scolaires qui passent sur le stand et qu'il faut informer. Si vous prétendez à ce financement, vous pouvez obtenir jusqu'à 8 000 euros si vous êtes sur Brest Métropole ou 6 000 euros hors Brest Métropole, ce qui équivaut à 30% pour Brest Métropole ou 20% du budget total du projet si vous êtes au dehors de la métropole brestoise. Le syndicat d'eau du Morbihan a aussi un appel à projet dans le domaine de l'eau pour des projets donc, de solidarité internationale sur des territoires qui sont hors zone rouge, puisque le ministère des Affaires étrangères édite les territoires qui sont considérés comme n'étant pas suffisamment sécurisés et donc comme étant en zone rouge, ils ne sont pas éligibles à cet appel à projet. Et donc, vous pouvez obtenir jusqu'à 30 000 euros, soit 70% du total du projet. Ensuite, donc, concernant les autres appels à projets qui sont disponibles sur la région, dans le domaine de la solidarité internationale, vous pouvez donc déposer en complément une demande de subvention à la région Bretagne. La région a un appel à projet spécifique sur la solidarité internationale. Vous pouvez obtenir jusqu'à 40 000 euros avec des dépôts possibles fin janvier ou mi-juin. Et ils ont aussi un appel à projet spécifique pour leur territoire de coopération. Donc, sur la solidarité internationale, à l'heure actuelle, il reste Haïti qui fait partie des territoires éligibles sur cet appel à projet. Sur le Finistère, la ville de Brest et Quimper, Bretagne occidentale, ont aussi des financements dans le domaine de la solidarité internationale. Quimper, Bretagne occidentale est partenaire aussi avec Quimper sur la partie eau et assainissement, justement. Sur l'île-et-Vilaine, donc il y a la ville de Rennes qui a un fonds d'aide au développement de proposer et qui est assuré en fait au niveau de l'accompagnement par la Maison internationale de Rennes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de la Maison internationale pour être accompagné dans le dépôt du dossier de demande de subvention. Et donc, dans le Morbihan, c'est des appels à projets qui sont moins ciblés sur la solidarité internationale, mais auxquels vous pouvez prétendre. Donc, c'est le Golfe du Morbihan, Van Golfe du Morbihan, et la ville de Lorient qui propose aussi des appels à projets à destination des associations. Les
autres financements accessibles, alors attendez, voilà. Nous avons connaissance de plusieurs collectivités sur la région Bretagne qui financent spécifiquement des projets eau et assainissement en actionnant le dispositif du 1% loi Oudin-Santini. Donc, on vous a listé toutes ces collectivités ou syndicats des eaux qui actionnent le 1% eau et assainissement. Donc, ça, c'est issu d'un état des lieux qu'on a réalisé entre PSO et RBS ces dernières années. Il en existe sans doute d'autres. Donc, c'est pour ça que je vous ai rajouté ces cartes de l'organisation de la gestion, de la production, l'approvisionnement en eau potable sur les 4 départements bretons pour que vous puissiez, vous aussi, éventuellement, solliciter des collectivités sur votre territoire. Peut-être qu'il y en a qui actionnent le 1% dont on n'a pas connaissance, ou peut-être qu'il y en a qui ne l'actionnent pas, mais qui pourraient l'actionner si vous les sollicitez. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai rajouté ces cartes pour chaque département de l'organisation de l'approvisionnement et de la production en eau potable sur les 4 départements. Voilà pour la Bretagne. Donc, je passe la parole à Pays de la Loire Coopération Internationale. Oui, donc concernant les cofinancements pour les Pays de la Loire, il y en a plusieurs qui sont comment dire, proposés par des collectivités. Alors notamment au niveau du territoire angevin, on a Angers-Loire Métropole qui ouvre donc un appel à projet uniquement aux communes qui sont sur la métropole et associations du territoire. Donc c'est un appel à projet pour lequel on n'a pas trop de détails encore cette année, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. On ne devrait pas tarder à en avoir davantage. Pour le moment, l'an dernier, on avait une commission en juin, donc il fallait envoyer les dossiers avant fin avril pour vous donner un peu un ordre d'idée en termes de calendrier. Donc, c'est un appel à projet qui permet des financements de 30 à 50% maximum du budget total de votre action et qui permet un seul dépôt de dossier par an. Et donc, c'est un appel à projet qui favorise une liste de pays prioritaires. C'est la liste du CICID. Il y a 19 pays dans cette liste, donc tout sera disponible sur le formulaire et le règlement de l'appel à projet. Ensuite, on a également la métropole de Nantes qui propose un dispositif de solidarité internationale, environnement et services urbains, avec des thématiques prioritaires qui sont l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la lutte contre le changement climatique. Et on est de nouveau sur un format ouvert uniquement aux collectivités de la métropole. Pour Le Mans Métropole, on a des échos donc de possibles appuis pour des acteurs du territoire métropolitain, donc associations et collectivités territoriales, mais pour le moment, on n'a pas connaissance d'appel à projet, comment dire, déjà avec un règlement, donc c'est plutôt du cas par cas. Donc, il faut se rapprocher de la métropole du Mans pour en savoir davantage. Et ensuite, donc, on a le syndicat des eaux Vendéo qui propose un appel à projet permanent sur lequel on n'a pas de date limite de dépôt de dossier. Donc, c'est un traitement des dossiers au fil de l'eau tout au long de l'année. Comme vous pouvez le voir, il y a un lien cliquable au niveau des mots appel à projet qui vous amène directement sur les règlements de l'appel à projet. Et il existe deux sessions de commissions par an, une en avril et une en novembre. Voilà, pour que vous ayez un peu une idée de quand est-ce que ça peut être stratégique de déposer votre dossier. Donc, c'est un appel à projet qui n'est ouvert qu'aux acteurs vendéens et qui finance maximum 50% de votre budget. Voilà. Et ensuite, donc sur la diapositive suivante, vous avez des dispositifs qui, cette fois-ci, ne sont pas spécifiques à l'eau et à l'assainissement, mais qui peuvent quand même correspondre à des projets au assainissement.
Donc surtout au niveau des départements, donc vous avez le département de Loire-Atlantique avec l'appel à projet Solidarité sans frontières, de nouveau avec un lien sur lequel vous pourrez cliquer. Donc c'est un appel à projet qui est essentiellement à destination des associations de solidarité internationale dont le siège est en Loire-Atlantique et qui demande donc maximum un projet par an à déposer et qui financera maximum 50% du coût de votre action. Ensuite, vous avez le département de la Mayenne qui permet des subventions au fil de l'eau avec un règlement assez succinct qui indique seulement que voilà, c'est à destination des associations de solidarité internationale du département de Mayenne et qui finance maximum 3 000 euros qui permet au maximum des subventions de 3 000 euros. Donc, ce sont des enveloppes un petit peu plus petites. Et ensuite, vous avez le département de Maine-et-Loire qui a également un appel à projet, également pour les associations du département, et avec un appui maximum de 5 000 euros. Et enfin, spécifique donc au territoire nantais, vous avez l'APDIS, Développement international solidaire, donc un appel à projet destiné aux associations dont le siège est à Nantes. C'est un appel à projet qui permet 20% maximum, qui demande 20% d'autofinancement, je vais y arriver, et qui demande également donc, des actions avec un impact local sur le territoire nantais, donc voilà, par exemple des actions d'EXI. Voilà, ce sera tout. Et nous avons également sur le site donc du réseau un guide des financements sur lequel vous pourrez retrouver tous ces dispositifs et puis tous ceux qui sont pour le moment répertoriés au niveau de la région par notre réseau. Voilà. Peut-être juste pour compléter, Charles, oui. ouais, parce qu'on a la chance en plus dans les participants d'avoir des représentants des dispositifs qui ont été représentés. Je pense notamment à Vendéo avec Vincent Renaud et à Carole Mercier-Joyeux pour le département de Loire-Atlantique qui nous précise dans le chat que la date de dépôt limite pour le SSF est fixée au 3 mars. Voilà, c'est tout. Merci Clémence et Charles. On va passer du coup aux financements nationaux. Donc, Édouard ou Guillaume, je ne sais pas lequel de vous deux présente cette partie. C'est moi. Oui, donc en complément de ces dispositifs qui sont accessibles au niveau régional ou du bassin Loire-Bretagne, on a une petite liste d'autres dispositifs qui sont accessibles aux porteurs de projets, notamment celui de la métropole de Lyon, qui est ouvert au national, avec avec 2 sessions d'attribution par an et une dotation de 10 000 euros minimum, donc avec une liste de pays éligibles, de 24 pays éligibles. Des financements jusqu'à 80% pour un projet inférieur à 80 000 euros, financement jusqu'à 50% pour les projets dont les montants seraient supérieurs. Et donc ce fonds-là, il est abondé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et donc là aussi, pour aller plus dans les détails, on vous a mis les liens vers les documents afférents dans la présentation qui vous sera partagée suite à ce webinaire. Il y a aussi le dispositif Solidae de la ville de Paris, qui est un appel à projet eau, déchets, énergie, avec une session d'attribution par an. Et là aussi, on vous a mis les documents disponibles. La métropole d'Aix-Marseille-Provence, avec une dotation maximale de 200 000 euros, des financements jusqu'à 80% pour un projet inférieur à 50 000 euros, jusqu'à 60% pour un projet supérieur à 50 000 euros. Là également, fonds abondés par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et d'autres fonds privés, alors notamment SOR Solidarité, le fonds Suez Environnement et le fonds Veolia,
À noter que pour ce qui concerne le fonds SOR et Veolia, ça nécessite aussi d'avoir un parrainage d'un des employés de ces structures. Donc voilà, un petit barrage pour y accéder, il faut identifier une personne qui puisse être porte d'entrée. Et Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, à ce stade, sur les fonds, notamment des métropoles, donc il y a cette ouverture et on déroge un peu au principe de dynamique locale territoriale, mais c'est possible par quelques métropoles parce qu'elles ont des fonds très conséquents et donc pour se donner le maximum de chances de choisir des projets et de pouvoir consommer leur crédit, pour dire les choses un peu de façon prosaïque. Voilà, il y a cette ouverture. Néanmoins, je préfère quand même signaler que c'est aussi des fonds qui existent, enfin des dispositifs qui existent depuis près de 15 ans pour certains d'entre eux, avec un regard très pointu sur la faisabilité organisationnelle et économique des services. Et donc, voilà, on a quand même une sélection et des critères qui sont souvent renforcés par rapport à peut-être à des fonds plus modestes. Donc, il y a cette question-là, et puis peut-être aussi à revoir avec Hervé le fait que ce sont des fonds qui sont aussi abondés par les agences locales de l'eau, et donc parfois aussi à vérifier les critères de cofinancement et le taux d'aide cumulé des agences sur un projet. Donc, il y aura ce petit point qu'il faudra qu'on vérifie, Hervé, et puis surtout avec tes collègues essentiellement de RMC qui sont impliqués sur cette règle. Merci Guillaume pour ce complément d'information. Et alors, d'autres dispositifs qui sont accessibles aussi, qui ne portent pas spécifiquement sur des projets d'accès à l'eau, hygiène, assainissement, mais il y a notamment l'Agence des micro-projets, euh, qui est financée par l'Agence française de développement, avec 2 sessions par an, plus des appels thématiques, mais dans lesquels généralement les thématiques eau, assainissement sont incluses et accessibles. Pour donner un peu une idée sur les dernières sessions, donc celle du printemps 2024, il y avait 32 lauréats, dont 2 porteurs de projets ligériens et 2 porteurs de projets bretons, donc parité respectée. Et parmi ces 32 lauréats, seulement 2 projets d'accès à l'eau et à l'assainissement financés. Sur également la session d'automne 2024, 33 lauréats, et là, par contre, 5 porteurs ligériens et pas de porteurs de projets bretons recensés. Et sur ces 33 projets, 5 projets d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc voilà, ces projets-là, ils sont aussi mis en concurrence avec d'autres projets sur d'autres thématiques, avec des montants de dotation de 3 000 à 12 500 euros pour des structures qui effectueraient une première demande, et un plafond qui peut monter à 20 000 euros sur des structures qui auraient déjà bénéficié de ce fonds de financement. Euh, et donc le taux d'aide fixé à 50% au maximum, et des montants de valorisation fixés à un maximum de 25% du budget du projet. Voilà, et à noter également que c'est pas cumulable avec des potentielles dotations notamment du ministère des Affaires étrangères ou du PRAOSIM, porté par le Forum dont je vais parler juste après. Et donc là aussi, hein, vous aurez accès aux liens vers les documents de référence sur l'Agence des microprojets et cet appel à projet. Voilà, et pour parler du Forum et du dispositif PRAOSIM, donc le programme d'appui aux organisations de la solidarité internationale issues de l'immigration. Donc là, c'est un appel à projet qui est plus spécifiquement ciblé sur les organisations issues de la diaspora. Pour donner un peu une idée, donc sur 2024, il y avait 87 lauréats, et parmi ces 87 projets lauréats, 10 qui portaient sur la thématique eau et assainissement.
Voilà, des dotations, là aussi, relativement modestes, avec un montant de 15 000 euros maximum, et financement possible avec à 70% maximum, et il est demandé aussi d'apporter 10% de ressources propres et 5% de valorisation au maximum dans le budget. Le guichet ONG de l'AFD avec 2 sessions de dépôt par an qui se déroulent en 2 phases, avec d'abord la soumission d'une fiche projet. Si elle est acceptée, il y a ensuite à fournir un dossier plus complet. Là, avec des dotations qui sont nettement plus importantes, fixées à 400 000 euros, avec un taux d'aide de jusqu'à 60%, voilà, mais plutôt à destination de, d'ONG et de structures déjà bien expérimentées et capables de porter des projets de ce volume-là. Euh, je viens de voir passer la question dans le chat sur le maintien pour l'année 2025. Voilà, je crois que ça a été évoqué notamment par Hervé. On est dans un contexte d'une certaine incertitude en ce qui concerne le budget. On n'a pas reçu, nous, de notre côté, pour le moment, tu me corrigeras si je me trompe, hein, Guillaume, mais d'informations contradictoires. Mais malgré tout, on navigue toujours un petit peu à vue, quoi. Voilà, et puis là aussi, Oui, ouais, vas-y, Guillaume. oui. Là, on a maintenu cette information, mais l'opportunité est quand même peu opérante sur 2025-2026. Là, actuellement, les associations qui ont déposé des AMI en 2024, voire 2023, et qui étaient amenées à déposer leur dossier complet, à avoir des notifications d'attribution, se voient singulièrement restreindre le montant qui avait été envisagé, et les délais d'instruction, en tout cas, ont été longtemps bloqués par l'absence de budget de la France, qui empêchait beaucoup d'administrations de prendre des engagements de décaissement. Donc, des nouveaux dépôts à l'AFD, vu l'encombrement des dossiers et des demandes sur la période 2025-2026, paraît très aléatoire quand même. Mais essayons de rester optimistes. Voilà, et puis pour ce qui est des fonds privés, alors bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, mais on peut notamment citer la Fondation Coalia, Stéphane Hessel, là avec un dépôt à fin 2025. Voilà, à destination des associations françaises au niveau national. Voilà, et puis juste à retenir, suite à ces différentes présentations et différents dispositifs, que ce soit au niveau régional ou national, voilà, il y a quand même une certaine variété d'opportunités sur ces 2 territoires, notamment auprès des régions, départements, des syndicats départementaux. Bon, comme l'a dit Enora, on n'a pas forcément une vision exhaustive de toutes les collectivités qui ont pu débloquer les 1% ou d'un Santini. Ceci dit, comme Enora l'a dit, si vous avez connaissance de dispositifs, n'hésitez pas à nous en informer. On est aussi là éventuellement sur des structures qui n'auraient pas franchi le pas pour les accompagner à justement entrer dans le dispositif, enfin déclencher le dispositif 1% ou d'un Santini. Voilà, on voit aussi qu'il y a des possibilités de combiner les financements. Ceci dit, il faut aussi garder en tête il ne faut pas complexifier trop vos plans de financement. On risque de se retrouver avec une charge en termes de reporting et de gestion administrative et financière qui serait vraiment, vraiment lourde. Et puis, effectivement, aussi des dispositifs, alors avec des financements plus ou moins importants, mais en tout cas, sur peut-être des enveloppes plus réduites au commencement, ça permet d'avoir des premières phases d'intervention sur des durées relativement courtes
pour parler trivialement, de se faire la main aussi avant de monter en compétences et puis de viser peut-être des projets plus ambitieux de passage à l'échelle sur des projets ou des programmes de plus longue durée. Voilà, et puis on ne peut que vous inviter à privilégier et sécuriser les partenariats financiers que vous avez déjà créés ou que vous créerez par le futur au niveau territorial. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Edouard. Donc maintenant, on va passer, si vous le voulez, aux questions. N'hésitez pas du coup à ouvrir vos micros pour prendre la parole si vous le souhaitez. Vous pouvez lever la main si jamais il y a plusieurs questions. Là, il y a déjà une main levée. Thierry Bargel. Oui, bonjour, Thierry Bargel de Compétences Solidaires. J'avais une question pour Hervé Gilliard. Il mentionnait que l'agence de bassin Loire-Bretagne a des bassins pilotes, donc qui sont essentiellement en Asie, Brésil et Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire que c'est pas la peine de présenter des projets qui sont sur d'autres régions? Je prends toutes les questions et on répond après, peut-être ou... Ok, on peut Non. faire ça comme ça. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel Coste. Oui, bonjour, je voulais demander, je l'ai déjà demandé dans le chat, parmi les financements présentés, lesquels sont ouverts aux pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir Burkina, Mali et Niger? D'accord. Allez-y si vous avez d'autres questions. C'est tout pour le moment. Oui, c'est Ouais. Jacques Rochet de France Benavendée. C'était pour savoir s'il y avait des dates de fixées pour les dépôts de dossiers du printemps. Pour quel appel à France projet? Benavendée. Et Pour le sur dépôt, quel... pour la Solidarité internationale de l'eau, pour le Bénin, France Benavendée. S'il y a une date de dépôt de dossier limite en mars, comme d'habitude ou pas? Juste pour préciser, pour l'agence de l'eau, vous évoquez ça? La question est faite pour Ouais. l'agence de l'eau. Par Bretagne, oui. Donc, on peut peut-être déjà répondre à ces trois questions. Donc là, il y en a deux pour Hervé. Je laisse y répondre, Hervé. Alors peut-être qu'on peut enlever le partage, éventuellement. Ah, pardon. C'est vrai qu'on voit pas les personnes. Oublié. Alors peut-être, avant de répondre aux questions, je profite d'avoir la parole quand même pour apporter quelques précisions, parce que j'étais un peu vite, et c'est très bien que les dispositifs des collectivités et puis les cartes des collectivités susceptibles d'apporter une aide étaient présentées. Alors, alors je vous renvoie bien sûr à la fiche action, hein. Cette fiche action, elle décrit précisément les conditions d'éligibilité et de sélectivité des aides. Elle existe dans le cadre du 11e programme. On a une fiche action un petit peu renouvelée dans le cadre du 12e programme qui décrit les conditions en termes de plan de financement, les périmètres géographiques, puis apporte tous les compléments nécessaires. Donc en l'occurrence, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une continuité par rapport au 11e, sur notamment l'obligation d'avoir dans le plan de financement 5% minimum de participation d'une collectivité du bassin. Donc c'est pour ça que l'information qu'on vous a faite est d'autant plus importante. Et puis également, maintien toujours du 5% de participation locale, soit en valorisation, soit en numéraire. Donc là, je vous renvoie, le site internet précise tout ça. Il y a le document cadre du 12e programme avec la fiche action
Voilà, je l'avais passé sous silence, pensant que c'était évident, mais ça l'est peut-être pas forcément. Alors sur ensuite les bassins pilotes, j'ai peut-être pas été clair. Non, non, en fait, c'est pas que les bassins pilotes, rien que les bassins pilotes. En fait, on peut apporter une bonification éventuelle dès lors qu'on a une opération qui est bien articulée avec le travail qu'on fait sur ces bassins pilotes en lien avec les autorités de bassin. Donc, par exemple, on pourrait être amené, alors sous réserve que ça soit validé par les instances, mais on pourrait être amené à bonifier de 70 à 75, voire 70 à 80%. Donc, c'est vraiment des cas exceptionnels de bonification. Le cas général, c'est les périmètres géographiques que vous retrouverez dans la fiche action, hein, qui globalement, c'est les pays du Sud, notamment les pays les moins avancés, mais pas que, qui sont éligibles. Donc, c'est Madagascar, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, les Caraïbes, l'Asie du Sud-Est. Voilà, on a en fait un périmètre maintenu par rapport au 11e programme. Donc, bassin pilote, c'est juste pour les bonifications éventuelles de taux. Attention, hein. Voilà. Sur le dépôt du dossier, alors je vous invite du coup à bien déposer, en tout cas créer un compte pour le dépôt de l'aide sous rivage. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou non, mais c'est un préalable. Création de compte. On vous donne ensuite, il y a une procédure qui est décrite sur le site. On vous envoie un identifiant. Alors, je ne l'ai plus précisément en tête, mais ça vous permet de démarrer ensuite la demande d'aide sur la plateforme Rivage. Pour ce qui est des délais, des dépôts, alors on est en effet toujours sur 2 commissions. Donc on a une commission qui est au mois de mai et une commission qui est au mois d'octobre. Alors à l'issue de chaque commission, il y a ensuite un conseil d'administration qui, lui, délibère sur la partie financière. Et donc ça veut dire en effet, pour la première commission internationale du mois de mai, c'est un dépôt dans le max dans le courant du mois de mars. Voilà, dernière échéance, je dirais. Et peut-être pour compléter, alors simplement par rapport à la question du Mali, Burkina et Niger, on est toujours nous sur la position française, qui est donc pour l'instant de ne pas apporter d'aide pour ces trois pays-là. Donc, pour compléter par rapport à cette question sur les 3 pays, Mali, Burkina, Niger, au niveau des autres financements, donc sur la région Bretagne, on n'a pas connaissance spécifiquement de ceux qui acceptent ou non de financer, notamment sur les syndicats des eaux. C'est très aléatoire. Ils sont plus flexibles en règle générale, mais voilà, on peut pas vous dire précisément lesquels financent ou non. Sur le national, j'ai connaissance du Praosim et de l'agence, enfin de la guilde qui finance sur le Burkina et le Niger potentiellement. S'il n'y a pas de contre-ordre sur cette dernière, normalement sur le dernier appel à projet, ils en ont financé. Mais sur le reste, je ne sais pas si vous avez des compléments, les partenaires de PDLCI et PSO. Non, pas particulièrement. Enfin, j'avais ça aussi en tête sur la guilde Praosim, donc qui sont des fonds AFD. Hein, derrière ces deux dispositifs, c'est l'Agence française de développement qui soutient. Mais sur les autres dispositifs, nous, aller sur les collectivités au niveau local, c'est un peu aussi au cas par cas, selon l'interprétation qui est faite par les collectivités de la position de l'État français qui est particulière, hein, parce qu'en fait, il y a quand même une injonction à ne pas soutenir les projets vers ces territoires, et en même temps, les collectivités avaient fait une demande de clarification officielle auprès du ministère et du gouvernement, sur lequel il n'y a pas eu de réponse encore clairement affichée. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un flou, que certains dispositifs financent, d'autres non. Voilà, où on en est aujourd'hui, quelle que soit après la situation, tous les bailleurs concernés vont de toute façon être très attentifs aux partenaires qui seront impliqués notamment vers ces pays-là et sur les conditions d'action. Donc tout ce qu'il y a, il est nécessaire d'apporter des garanties en tout cas vis-à-vis des partenaires de ces 3 pays et de montrer que voilà, toutes les actions qui vont être mises en œuvre vont bien pouvoir être réalisées dans des conditions sécuritaires
adéquate. Et donc, un groupe Sahel est en cours de construction en région Bretagne. Alors, il y aura quelques réunions en visio, d'autres en présentiel, qui a aussi vocation à se tenir informé de l'évolution des financements, de l'évolution de la situation, des échanges aussi sur les pratiques actuelles, vu la situation particulière de ces trois pays. Donc, si vous souhaitez rejoindre le groupe Sahel, n'hésitez pas à m'envoyer un message après cette visio. Alors, il y a une nouvelle question de Thierry Bargel, je crois. Oui, c'est ça. Oui, je voulais remercier Hervé pour sa réponse. Et puis, j'avais une autre question pour lui, mais il a déjà répondu. C'était est-ce que c'est obligatoire d'avoir une collectivité qui participe? Donc, il a répondu pour 5%. Donc, c'est une collectivité du même bassin, j'imagine. C'est ça? Oui. Et par contre, sur les appels à projets interagences, si je me souviens bien, il n'y a pas cette demande d'avoir une collectivité. C'est ça, c'était correct? Oui, en effet, c'était correct. C'est que, alors, en fait, les appels à projets suivent des règlements dérogatoires. Et donc, comme on voulait notamment favoriser ou faciliter en gros des porteurs de projets avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler, notamment parce qu'ils avaient des difficultés localement de trouver des cofinancements, puis de manière plus générale pour inciter justement à ce qu'on ait des projets sur les territoires de partenariat institutionnel, on avait levé cette obligation-là, je confirme. Mais c'était vraiment spécifique au règlement de l'appel à projet. Voilà. D'accord. Et sur les appels à projets interagences, donc il y a eu 2021, 2024, est-ce qu'il y en a d'autres de prévus ou c'est pas encore défini? Alors, j'ai abordé un peu ça en début de présentation. En fait, on est en train de réfléchir alors, on met à jour notre stratégie internationale à 6 agences. Et c'est un des sujets. C'est-à-dire que on va se reposer la question de définir ou de fixer une enveloppe à 6 pour un nouvel appel à projet avec derrière la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on continue ce dispositif-là, c'est-à-dire plutôt cet objectif-là qui est d'améliorer l'articulation entre niveau bassin, on va dire politique bassin, et puis projets plus locaux, accès à l'eau potable et à l'assainissement, ou faire des choses un peu différentes. Donc on est en cours de réflexion. Ça fait partie des pistes possibles. Mais à ce stade, en tout cas cette année, l'année 2025, il n'y aura pas, c'est clair. Donc à voir ensuite pour les années, les années restantes du deuxième programme. D'accord. Et j'avais encore une question, c'est concernant les subventions qui sont attribuées. Elles sont attribuées progressivement dans le temps et dans l'avancement du projet. Donc il reste en général un solde de subventions qui peut être plus ou moins important selon les bailleurs. C'est une difficulté pour les associations parce que ça veut dire qu'il faut qu'elles avancent le solde sur leur propre denier. Est-ce que vous avez connaissance de systèmes qui permettent d'avoir des prêts ou des avances ou on peut aussi, je sais pas, sur le projet quand il reste 10%, ça veut dire que le projet est déjà bien avancé. Donc on peut présenter par exemple des devis et des choses précises pour rassurer les bailleurs sur le fait qu'on va bien terminer le projet. Ça reste une difficulté. Je ne sais pas s'il y a d'autres associations qui sont dans le même cas, mais ça reste un peu difficile parfois pour arriver au bout du projet, en fait. Je peux peut-être d'abord répondre pour Loire-Bretagne et puis peut-être laisser les autres partenaires répondre à... Enfin, j'ai la parole, hein, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est pour vous dire juste. Alors, Loire-Bretagne, on est quand même sur une configuration plutôt favorable. Quand même. Parce que déjà, comme vous l'avez observé, enfin je vous l'ai dit, on a plafonné l'aide à 70%, ce qui est quand même un mieux, très net, par rapport au 11e programme où le taux d'aide était fixé à 50% pour les associations. Donc ça c'est première chose. Et la deuxième chose, c'est que donc nous, dans le cadre du 11e, on avait un taux qu'on reproduit, qu'on propose de reproduire, qui était de 70%
de premier acompte et de 30% au solde. Donc 70% au premier acompte, ça donne quand même un appel d'air important pour engager l'opération. Je ne suis pas certain que tous les bailleurs appliquent cette règle-là. Je n'ai pas identifié de problème un peu systématique ou généralisé de ce que vous soulignez. Donc bon, après, moi, je suis preneur aussi de ce type de remontée-là. Voilà, peut-être que d'autres porteurs ont des témoignages là-dessus. Peut-être que les autres financeurs, les autres bailleurs présents. Bah, on en a plusieurs. Je ne sais pas si est-ce que tout à l'heure j'ai cité le département de Loire-Atlantique, Vendée-Haut, mais j'ai oublié de citer. Il y a Nantes Métropole aussi qui est présent. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir à ça sur cette difficulté. Carole, oui. Oui, bonjour. Pour le département de Loire-Atlantique, en fait, sur l'appel à projet Loire-Atlantique Solidarité sans frontières, en fait, les subventions sont versées en une seule fois. Donc, on n'a pas ce fonctionnement de versement d'acompte puis de solde. Après, voilà, c'est un dépôt une fois par an, avec une instruction une fois par an. Le dépôt se fait jusqu'au 3 mars, comme je le précisais. Et ensuite, le vote en fait, des subventions se fait début juillet. Donc, les subventions tombent sur les comptes des associations courant août et en une seule fois, quel que soit le montant. Voilà. D'accord. Merci, Carole. Vincent? Vincent, on ne t'entend pas. Ton micro, pourtant, est bien enclenché, mais on n'a pas le son. Ok, très bien. Bah, moi, j'en profite tant que j'ai la parole, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement. Parce que la très grande majorité des bailleurs, hormis le conseil départemental de Loire-Atlantique, on vient de l'entendre, mais fonctionne comme ça, hein, donc avec un solde à la fin du projet. Il y a une solution qui n'est pas optimum, mais qui a le mérite d'exister, c'est vis-à-vis des banques, en fait, se tourner vers les banques. Alors, je connais plus l'acronyme, je l'ai plus en tête, DDA, ou je ne sais plus, mais qui permet, en fait, de faire racheter, entre guillemets, ou en tout cas d'avoir un prêt bancaire pour des projets en cours, en présentant notamment les engagements financiers des différents bailleurs aussi autour des projets. Donc, en fait, c'est presque se faire racheter, entre guillemets, le solde qu'on va toucher et de bénéficier d'une avance de la banque vis-à-vis de ces soldes. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine garantie du côté des banques, mais par contre qui n'est pas optimum dans le sens où il y a un taux qui est appliqué par les banques et donc du coup forcément une perte en chemin. Très bien, merci pour ces informations. Vincent, je vois tes lèvres bouger. On ne t'entend toujours pas, désolé. Mais si jamais tu as des éléments, n'hésite pas à les mettre dans le chat, on pourra les relayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste une précision concernant côté breton. Donc, au niveau des appels à projets, vous aurez peut-être pu constater qu'on n'a pas mentionné les appels à projets du département du Finistère et du département d'Ille-et-Vilaine. Sur le département du Finistère, on nous a dit, le département nous a indiqué que pour cette année, exceptionnellement, il ne ferait pas d'appel à projet. Alors, il reste une petite incertitude de savoir s'ils vont accepter quand même quelques dossiers qu'ils jugent prioritaires ou non, mais on n'a pas eu d'informations sur des projets qu'ils ont accepté d'étudier pour le moment, en sachant que la date de dépôt les autres années, c'était le 30 janvier.
Et sur le département d'Ille-et-Vilaine, le conseil départemental est en grande difficulté financière. Ils sont en train de réduire énormément les budgets sur l'international, sur leur mission internationale. Et donc, il est fort probable qu'il n'y ait pas d'appel à projet cette année sur la solidarité internationale. J'en profite dans le côté mauvaise nouvelle. Du coup, vous l'avez aussi remarqué, on n'a pas présenté le dispositif de la région Pays de la Loire, le FACI, que vous connaissez, enfin pour les acteurs en tout cas ligériens, parce qu'il a été supprimé aussi par la région Pays de la Loire, voilà, qui ne soutient plus aujourd'hui les actions de coopération et de solidarité à l'international. Guillaume, tu avais une question ou une prise de parole? Ta main qui est levée. Bon, c'est toujours utile de faire ces exercices parce qu'il y a de nouvelles associations qui s'engagent et donc on réadapte ce qu'on a pu présenter l'année dernière, mais c'est vrai que c'est utile parce qu'il y a quand même des modifications. Donc, des bonnes nouvelles avec le 12e programme des agences, c'est quand même une bonification, enfin un changement du taux d'aide qui est quand même un signe d'encouragement et qui donne un petit peu le vent dans le dos. Mais voilà, la question, c'est quand même d'assurer les 30%, voire un petit peu moins des 30%, parce que comme l'a dit Hervé, il y a aussi la valorisation et des fonds locaux, mais 5% sur des projets à près de 400 000 euros, c'est difficile de justifier parfois 5% de valorisation sur des grands volumes, quoi, hein. Donc il faut aussi regarder, il y a les taux qui sont présentés et les opportunités, mais il faut aussi vérifier dans le côté réaliste de cette estimation de la valorisation et de pouvoir présenter des indicateurs de valorisation relativement solides, quoi. Bon, mais donc des bonnes nouvelles et puis effectivement du côté des collectivités, départements et surtout la région Pays de la Loire, effectivement, cette perte importante qui, au-delà du secteur de l'eau, est sans doute très, très pénalisante pour pour le tissu associatif de la région. Bon, sur les dernières années, enfin, c'était pas un déclin, mais il s'avérait qu'il y avait moins de dossiers que les années précédentes, mais on était quand même sur 2021-22, j'ai retrouvé, il y avait quand même près de 140 000 euros de cofinancement de la région. Et avec un intérêt avec la région qui pouvait s'engager sur des tranches de projets annuels, donc ça permettait aussi euh, de pouvoir se projeter et de sécuriser des projets de taille importante. Alors là, je ne sais pas si du côté de Charles, tu as des échos pour les opérateurs qui étaient un peu dans ce cas de figure, qui avaient obtenu en 2023-2024 et qui se retrouvent peut-être en difficulté ou en tout cas à devoir retravailler leur plan de financement. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas très nombreux, mais c'est vrai que plus globalement, c'est pour les nouvelles initiatives que cette situation est plus préjudiciable. Après, moi, ce que je voulais aussi vous dire, parce que nous, on a quand même une vision de ce qui se passe sur d'autres territoires que ces grandes régions dynamiques sont l'ouest sur ces deux régions, c'est que les opportunités restent relativement dynamiques et nombreuses quoi, sur vos territoires, ce qui est quand même comparativement plus avantageux que sur d'autres territoires qui sont pour le coup, paradoxalement, c'est la région Île-de-France qui est la plus difficile pour les acteurs associatifs, par exemple. Ça paraît contre-intuitif, mais il y a des grosses institutions financières, mais qui ne financent que des gros programmes et des grosses ONG de professionnels. Donc une association de solidarité. Donc voilà, c'est pas pour comparer, ni en tout cas de montrer des avantages comparatifs, mais voilà, pour l'instant, je pense que si les budgets et les moyens de l'agence de l'eau sont sécurisés, ça donne quand même des opportunités de s'engager, de faire des choses. Oui. Bon. Enora, je vais peut-être juste lire la réponse du coup de Vincent dans le chat pour, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais qui précise que le syndicat Vendéo du coup pratique un cofinancement et en tout cas un décaissement des fonds alors j'imagine en 3 fois, donc 40% et 20% au sol. Si je ne me trompe pas, et donc justifiant que c'est important de garder un reliquat pour vérifier la réception des ouvrages et de la mise en service effective de la desserte en eau. Donc
d'où le côté le solde, ce qui oblige aussi les associations à ne pas s'engager sur des projets trop gros pour eux. Il y a une corrélation entre les ressources financières et humaines. Et oui, un relais bancaire est possible, mais là encore, avec pour une association qui a une certaine assise. Voilà pour le propos. Moi, j'ai juste une question pour les participants, là. C'est plus pour savoir si ils ont bien été informés, est-ce qu'ils ont participé au webinaire Rivage, enfin, si certains, si vous pouviez me faire un retour rapide, voilà, c'est un petit sondage. Bon, on peut faire un exercice dès maintenant. Bah, Qui ouais, a été informé, lève la main. voilà, c'est ça. Informé de quoi, pardon? Est-ce que vous pouvez repréciser? Alors, informer qu'on avait changé de plateforme de dépôt des demandes d'aide par courriel ou par courrier. Et si oui, est-ce que vous avez participé au webinaire ou pas? Voilà, enfin, savoir si vous êtes informé de cette nouveauté. Moi, personnellement, je n'ai pas participé au webinaire. Je ne me souviens pas si on a été informé auparavant, honnêtement. D'accord. À ce moment-là, ce que je vous propose, ouais, c'est déjà pour la première question, est-ce que vous avez été informé par mail ou par courrier? Vous levez la main si c'est le cas. Soit Alors, je vois Jacques Rocher qui lève la main. Quand on dit lever la main, vous avez un petit bouton en haut, normalement, ou fond quelque part sur votre écran, qui vous permet de lever la main comme si vous souhaitiez intervenir. 2 fois. Ce sera peut-être plus facile pour nous pour vérifier, parce qu'on ne voit pas tous les écrans en même temps. Oui, pour ma part, hein, on a peut-être été informé, mais on n'a pas regardé. À l'époque, on n'a pas regardé si on a été informé. Ah, ok. Bah, en tout cas, je vous invite, je ne vois pas de main levée plus que ça, je vous invite vraiment à créer votre compte, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut être identifié avant tout dépôt. Même si vous n'avez pas l'intention de faire un dépôt très prochainement, créez votre compte à minima. Voilà. Donc allez sur le site et puis sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a la procédure et c'est vraiment le préalable. Oui, comme le dit un Christian des participants, Vandeval. il y a Oui, un webinaire à nouveau le 7 février, si je ne me trompe pas, sur Rivage. Et puis, comme le disait Hervé, vous pouvez regarder en différé la vidéo qui avait été faite, sur la présentation de Rivage. Ok. Oui, Oui, on avait, Christian Vandeval, avant de SICA, on avait été prévenu. Et effectivement, je confirme que j'avais pu assister à la présentation qui était réellement très, très intéressante. Oui. Merci. On a quelques mains levées quand même, hein. Je pense qu'il Oui, puis j'ai vu dans le chat aussi que l'association Soleil Bretagne a bien été informée, a bien créé son compte. Ouais. Toujours, est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Ah Vincent, on t'entend, ouais. Ah ben voilà, quand vous voulez. Désolé. On a une question sur le compte est-il commun à toutes les agences? Donc, j'imagine que c'est le compte Rivage que vous posez comme question, Marie. Alors non, je pense pas, puisqu'on gère ensuite par le biais de nos fichiers interlocuteurs, agence par agence. Donc à mon avis, il faut créer autant de comptes qu'il y a d'agences. Si vous aimez, enfin, voilà, vous avez besoin de 2 comptes si vous souhaitez faire un dépôt dans 2 agences différentes. Il y a Carole Mercier-Joly qui nous demande s'il est possible d'avoir le lien pour le prochain webinaire du 7 février sur Rivage, justement. Je vais le chercher sur Il est le site. Ouais. Je vous laisse faire. Ouais. Ok. Après, si on ne le retrouve pas dans le temps imparti, moi j'imagine Nora qu'on enverra un mail à l'issue de ce webinaire avec les différentes présentations, donc on pourra aussi remettre. En sachant que c'est le 7 à Oui, c'est vrai, 14h. Donc c'est très bientôt. Mais j'ai un lien là, mais je voudrais essayer de trouver
Par un autre biais. Mais je vais vous envoyer déjà celui-ci, en espérant qu'il fonctionne comme ça. J'en profite pour relayer les questions du chat. Il y a Jean-Luc Delanoë qui nous pose la question, faut-il créer le compte via l'association ou via la collectivité qui nous portait? Alors, pardon, Non, vas-y, Hervé, vas-y. Vas-y, hein, si tu veux, Charles. Non, Non, mais en fait, tout dépend qui porte le projet. Très clairement, si la collectivité est le porteur et s'appuie sur l'association en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple, c'est la collectivité, c'est bien le bénéficiaire de l'aide hein, qui doit créer le compte. Si l'association porte directement l'opération et est bénéficiaire, c'est bien l'association. Merci pour le lien. Espérons qu'il marche bien, parce que j'ai peur que ce soit individuel, mais dites-moi si jamais ça fonctionne pas. Enora, vous l'avez reçu comment? J'ai plus vraiment souvenir, à vrai dire. Je ne sais pas si c'était dans une newsletter de l'agence de l'eau ou si c'était sur le site. Ça a l'air de fonctionner, Nora. Même, très ça peut l'air d'être nominatif. Donc. Si on sait sur une soustraction, ça marche. C'est ça, on commence par une soustraction. Oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Guillaume, tu voulais prendre la parole ou... Parce que comme il y a... Est-ce que vous pouvez tous baisser les mains, là, ceux qui n'ont plus de questions à poser? Oui, bon, on essaye d'être le plus précis et détaillé, donc chaque année on améliore encore les présentations. Je pense qu'on pourra essayer aussi pour une prochaine édition, peut-être sur un certain nombre de dispositifs qu'on indique, quoi. Peut-être rajouter quand même l'enveloppe en jeu. Parce qu'effectivement, s'il y a 30 000 € et qu'il y aura énormément de demandes, peut-être de donner quelques informations sur la sélectivité ou les difficultés d'obtenir tel ou tel financement, quoi. Ça peut peut-être aider dans les. Enfin, c'est comme au loto, hein, tant qu'on tente pas, tous les gagnants ont tenté leur chance, mais il y en a qui ont plus de chance que d'autres quand même, quoi. Donc voilà, peut-être pour plus facilement vous orienter, vous informer, apporter peut-être des petits compléments. Pour les dispositifs peut-être qui sont le plus ouverts à vous, qu'on puisse. Alors, on l'a fait pour les dispositifs de l'agence des microprojets et du Forum, mais il y a peut-être effectivement des aides alternatives, le fonds privé Terre d'eau en partage dans le Grand Est, Coalia. Bon, Coalia, il y a quasiment deux lauréats, quoi. Donc, c'est peut-être aussi des retours qu'on doit vous faire pour montrer que il y a des opportunités qui sont plus intéressantes que d'autres quand même, quoi. Donc, regardez ça en détail. Tous les projets sont. Oui, alors. Et puis peut-être effectivement quel retour sur les projets qui ont été retenus dans l'année par telle ou telle structure, ça peut être aussi une source d'information. À voir comment voilà, vous offrir des informations pour vous donner plus de visibilité sur les opportunités réalistes, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter ou à nous proposer des pistes d'amélioration pour qu'on progresse aussi toujours. Hervé, vous aviez un commentaire? Peut-être un mot alors pour dire, bon, Loire-Bretagne, nous on est sur une amplitude assez importante en fait hein, de type de projet parce que on est en moyenne sur une aide de 60 € à peu près, avec des projets qui sont de l'ordre de parfois 30 000 € et d'autres où on peut avoir des projets de 2-3 millions d'euros. Donc en fait, nous on est là-dessus, voilà, on continue à prendre aussi des projets de faible ampleur, mais on souhaite avoir des projets aussi de taille importante. Moi, ce qui me semblera intéressant,
et là je m'adresse au réseau et puis au PSO, ça serait aussi d'avoir une mise à disposition des différentes fondations qui sont amenées à cofinancer. Parce que moi je le vois dans les plans de financement, je vois qu'il y a des fondations, je ne sais pas si elles sont connues de tous, mais c'est quand même une information qui pourrait être utile pour tous les porteurs. Je ne l'ai pas vu rassemblée, je me trompe peut-être. Si elle n'existe pas, ça me semblerait intéressant de la mettre à disposition. Pour réagir sur ce point, Je Hervé, veux bien te répondre tout de suite au tac au tac, Hervé. C'est que on s'est toujours gardé de mettre en ligne des adresses de dispositifs de financement, enfin jusqu'à présent, hein. Parce que la difficulté dans nos structures d'accompagnement, c'est que les gens viennent chercher cette information-là, et puis ils montent leur dossier, ils les déposent, et on n'est absolument pas informé. Et donc ça sabote en partie tout le travail de démarche d'accompagnement sur le sens du projet, les partenariats. Les gens vont directement aux aides financières. Et du coup, nous, ces opportunités, on les a et on en parle au cas par cas en accompagnement individuel ou collectif. Mais la mettre comme ça au tout venant, le problème, c'est que maintenant, il y a des gens des ONG africaines, des consultants, tout le monde, dès qu'il y a de l'information en ligne, elle est directement utilisée. Et puis parfois, donc, ça va venir embouteillage de sollicitations de diverses natures et pas toujours très structuré. Et donc, on est en difficulté à vraiment offrir de façon très transparente, enfin, une visibilité très ouverte, ces opportunités. Donc, c'est un peu la difficulté, c'est de pouvoir offrir le maximum d'informations, mais que ça vienne enrichir notre travail d'accompagnement de qualité, enfin, qu'on essaie de qualité. Et c'est un peu ça la difficulté qu'on a par rapport à cet exercice que tu évoques. Mais voilà, on essaie que cette information-là soit partagée, mais trouver les moyens les plus adaptés, quoi. C'est un peu ça pas de dilemme, enfin notre interrogation, quoi. Charles, peut-être pour compléter sur cette question-là, et après on prendra la question de Marie. Oui, non, c'est juste pour dire que sur le volet fondation, c'est en effet un point sur lequel on est souvent interrogé. Il y a énormément de fondations. Il y a le site Fondation de France qui référence toutes les fondations, mais en fait, en regardant dessus, il y en a tellement que c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a un RMA qui avait sur son territoire lancé une initiative, c'est le RMA de la région PACA, Territoire Solidaire, qui a sorti un guide un peu sur les fondations qui étaient actives et qui étaient mobilisées aussi par les acteurs en PACA et en cofinancement. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve assez intéressant aussi, parce qu'on le fait, et Clémence vous l'a montré tout à l'heure, le guide des financements qui répertorie principalement des financements publics. Nous, c'est un travail qu'on a commencé à initier du côté des fondations, notamment en appui avec l'Université de Nantes, qui a mobilisé des étudiantes pour commencer à défricher un petit peu ce travail-là. On va continuer de faire ce travail et on espère bien in fine, pouvoir sortir un guide un peu similaire à celui qui existe aujourd'hui sur les financements publics, mais plutôt orienté sur les fondations, pour voir aussi quelles sont les fondations actives en Pays de la Loire, que ce soit des fondations implantées au niveau local ou alors pour lesquelles certains acteurs de nos territoires ont l'habitude de travailler, et donc qui pourraient être en effet des compléments et des cofinancements intéressants pour des projets. Hervé, d'ailleurs, à ce propos, si toi tu repères des fondations qui reviennent régulièrement dans les plans de financement, nous, ça nous intéresse aussi d'avoir l'information parce que ça nous permettra de les référencer. Alors, excuse-moi, je prends peut-être la parole juste sur ce sujet. En fait, on envoie toutes les informations au PSO. C'est-à-dire que les fiches qu'on a amené à faire sont transmises avec les plans de financement. Donc, en fait, moi, je veux bien, mais c'est discuter entre vous. Pas de problème, à ce moment-là, je regarderai avec le PSO. On dit la même chose. C'est-à-dire que il faut faire effectivement. Nous, on a interrogé sur quand on a une fondation type Coca-Cola dans un plan de financement, les instances, en tout cas, les membres nous interrogent. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des questionnements. Je pense qu'il faut bien sûr être informé, ou en tout cas avoir un minimum d'informations dès lors qu'on fournit une information sur une fondation qui est potentiellement mobilisable, quoi. Mais
c'est quand même assez régulier et à mon avis, c'est peut-être pas si bien connu que ça. Voilà. C'est juste ça que je disais. Après, sur les modalités, je vous suis, hein. Guillaume et toi, je pense qu'il faut quand même vérifier 2 fois avant de fournir une information. Voilà. Donc, ce qu'on peut peut-être, pour clore sur cette question, ce qu'on peut-être conseiller aussi à vous, porteurs de projet, c'est de ne pas hésiter à nous solliciter, même si vous avez l'information en direct sur des financements accessibles. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous accompagne aussi dans la préparation de vos projets pour garantir, pour obtenir plus facilement des financements, mais aussi pour garantir la qualité du projet. Donc, on est là pour ça, que ce soit PSO ou les réseaux régionaux multi-acteurs, RBS et PDLCI. Donc, Marie, vous aviez une question. Si c'est moi que vous parlez, non? J'ai dû Oui, c'est appuyer par ça. erreur. Non, Ah, j'ai levé la d'accord. main, pardon, mais je vais Ouais, l'enlever. votre main a été levée, d'accord. Pardon. Ok, bon, bien. Est-ce qu'on a fini pour les questions? Est-ce que vous aviez autre chose, commentaires ou autre, avant qu'on clôture? Alors, juste un commentaire, merci pour ces informations. Je pense que les financements, c'est important. On a beaucoup de contacts, effectivement. Le fait d'avoir cette présentation était très utile pour clarifier, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup